Je fais une vidéo parce que j'ai échoué. Sans doute je me suis mal pris. Mais ce que j'ai à dire est important. Et en fait, je ne peux pas ne pas le dire. Mais le problème, c'est que quand je le dis, ça a tendance à énerver des gens. J'ai fait des recherches sur le viol. Et, et, et ça a débouché en fait sur... c'est ça qui pose problème sur la nature du sexe. Parce qu'avec le sexe, il y a quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire, on sait ce que c'est. C'est évident. Mais après, il suffit qu'on demande donner une définition, et ça devient plus compliqué. Ça donne quelque chose de biologique et de fade, où on explique les choses juste de manière avec les organes génitaux, et ça rend pas compte du tout de tous les fantasmes qui peuvent s'agréger par rapport au sexe, de toutes les addictions, les obsessions par rapport au sexe. Et donc dans ces cas-là, il y a un discours qui ressort, c'est non, le sexe c'est bien, ça doit être bien, et ceux qui sont pas dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas normal. Donc il y a une sorte d'incantation religieuse par rapport au sexe, il y a une norme. Et moi par rapport à tout ça, je dis que dans le sexe il y a de la gravité. Et si ça énerve, c'est parce que ça ressemble à s'y méprendre au discours de certaines personnes qui disent que le sexe c'est mal, le sexe c'est dégoûtant. Mais en fait non, la gravité c'est ni mal ni dégoûtant, et je vais y revenir. Tout commence par la désaggravation du viol. C'est-à-dire que par rapport au viol, il y a quelque chose aussi qui va sans dire, c'est que le viol est grave. Et le problème, c'est que lorsque les victimes veulent témoigner de ce qui leur est arrivé, veulent en parler, la gravité, elle s'évapore. Et c'est ça la désaggravation, c'est que le viol, on sait que c'est grave, mais dans les faits, ça a tendance à disparaître. Et très souvent, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est pas ponctuel, c'est pas de temps en temps, ça arrive très souvent et partout. Ça prend différentes formes comme le déni, où on va dire comment tu peux dire ça de ton grand-père, donc on va pas croire la victime. Ça peut être la minimisation, où on va dire ouais, c'était des jeux d'enfants, il n'y a pas mort d'homme, je voulais donner de l'amour, donc il n'y a plus de gravité. Et la remise en cause des victimes. Ça va être pourquoi est-ce qu'elle était à 2h du matin, toute seule, en jupe, dehors? Parce qu'elle a le droit, parce qu'on est en démocratie, et parce que c'est pas parce qu'on s'habille en jupe et qu'on se promène dehors qu'on mérite d'être victime de viol. Donc c'est ça qui pose question, c'est pourquoi la gravité du viol s'évapore si souvent. En fait, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que la gravité du viol n'est pas explicite. Elle est latente. Et c'est pour ça qu'il faut la rendre manifeste. Regardez la définition. Le viol, c'est une pénétration sexuelle contrainte. Donc où est la gravité? Ça ne peut pas être dans la pénétration sexuelle. Je veux dire, on le fait, s'il y avait de la gravité, ça se saurait. On s'en rendrait compte. Donc ça peut être que dans la contrainte. Et là est tout le problème, parce que la gravité ne dépend pas de la contrainte. Exemple. Le meurtre, si c'est grave, c'est pas parce que la victime n'était pas consentante, c'est parce qu'elle est morte. Et donc ça veut dire que la gravité, elle est dans l'acte. Elle n'est pas dans la contrainte, ni dans le consentement. Parce que quand bien même l'acte de se donner la mort serait consenti, c'est-à-dire c'est le cas du suicide ou de l'euthanasie, ça conserverait quand même sa gravité. C'est pas parce que quelqu'un se suicide qui consent à sa propre mort que tout à coup c'est plus grave. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un malaise autour des débats qui sont relatifs à l'euthanasie, parce que l'euthanasie, on sait que c'est grave. Mais il y a des personnes qui y consentent. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, la gravité ne dépend pas de la contrainte, et ça c'est vrai pour tous les actes qui comportent de la gravité. Le trafic d'organes. Si on vous enlève un organe, évidemment c'est grave, puisque vous pouvez mourir, ou vous pouvez être malade à vie, ou paralysé. Mais c'est pas parce que vous consentez à donner un organe que la gravité disparaît tout à coup. Je veux dire, si moi je veux donner un rein, on peut très bien refuser parce que j'ai pas la santé nécessaire, que je peux succomber à ce don, ou alors je peux prendre des médicaments à vie. Parce que le fait d'enlever un rein, ça pose un problème pour le fonctionnement de l'organisme. Et donc si la gravité ne dépend pas de la contrainte,
ça veut dire que la gravité du viol ne peut être que dans la pénétration sexuelle. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Et c'est ça qui est énervant. Et donc d'abord, il faut dire ce que c'est que la gravité. Parce que la gravité, c'est pas quelque chose de pas bien ou de dégoûtant. La gravité, c'est par exemple lorsque vous blessez. Et ben, ce qui est bien avec le corps, c'est que ça se répare tout seul. Sauf quand ça se répare pas tout seul. Quand ça vire en septicémie, où on peut avoir le tétanos si on se coupe avec du métal. Et là, la gravité commence. Là, on atteint le stade de la gravité. Parce que le corps, il est fait d'une organisation, c'est une organisation biologique qui consiste à se maintenir en vie un certain temps. Et que la gravité, elle commence lorsque cette capacité à se maintenir en vie est atteinte. Et c'est aussi le cas lorsque un organe vital est blessé, c'est-à-dire c'est un organe vital qui est l'élément de l'organisation. Et donc c'est ça le problème par rapport à la gravité du viol, parce que pour expliciter la gravité du viol, il faut clarifier quel est l'organe vital qui est atteint dans le psychisme. Et parce que le psychisme, c'est immatériel, c'est pas concret. Donc comment trouver un organe vital par rapport à ce qui n'est pas palpable? Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont chercher, non pas dans le psychisme, dans la vie psychique, mais dans le cerveau biologique. C'est-à-dire ils vont chercher dans l'amygdale, dans l'hippocampe, mais ça ne peut pas être ça, parce que ce qui se passe dans le cerveau biologique, ce sont les conséquences de la vie psychique. C'est un peu comme si chercher la gravité du viol dans le cerveau biologique, c'est un peu comme si vous cherchiez la cause de la peur dans la dilatation de la pupille. Il y en a qui disent, quand on a peur, c'est les pupilles se dilatent, et ils trouvent dans le cerveau le neurone qui va décider de la dilatation de la pupille. Ils vont dire, la peur elle est là. Non, la peur ce sont des significations, et le psychisme réagit par rapport à cette signification. Et donc pour le viol c'est pareil, il faut trouver un organe vital dans la cause de tout ça, qui est la vie psychique. Ce qui implique de dire pourquoi est-ce que entrer dans un corps, ça désorganise le psychisme. Pourquoi un geste physique porte atteinte à l'esprit. Et c'est ça la difficulté, parce que ça veut dire qu'il faut réussir à faire rien de moins que ce qu'a voulu faire Descartes, c'est-à-dire de trouver le lien entre le corps et l'esprit. Donc c'est ça la difficulté, parce qu'il faut non seulement le montrer de manière théorique, mais le rendre perceptible. Il faut que ça devienne une réalité. C'est pour ça que la difficulté est contournée. Pour faire court, pour expliciter la gravité du viol, il faut trouver quel organe vital a été atteint. L'organe psychique. Et par rapport à ça, il faut trouver un besoin vital. Et le problème, c'est que le psychisme, il est abstrait. On n'a pas l'impression qu'il ait le moindre besoin vital. Les besoins vitaux, c'est quoi? C'est l'oxygène, l'eau, les nutriments. Le psychisme, il n'a pas besoin de tout ça. C'est le corps qui a besoin de tout ça. Même au point où le psychisme continue à fonctionner même quand on est malade, même au seuil de la mort. Il faut que le corps meure pour que le psychisme meure avec. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des situations très répandues où, même si le corps fonctionne, le psychisme est en panne. C'est le cas de la dépression. Et ça, c'est le cas lorsque une personne, le psychisme n'arrive plus à fabriquer de la valeur. Et voilà le besoin psychique universel. Le point commun entre tout être humain, c'est de fabriquer de la valeur. C'est pour ça qu'on va avoir un bon travail. C'est pour ça qu'on a des amis. C'est pour ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime rire. C'est pour ça qu'on aime faire rire. C'est pour ça qu'on aide les gens. C'est pour ça aussi qu'on aime être le plus fort, être le champion, gagner à des compétitions. C'est aussi pour ça qu'on chante, qu'on est attiré par l'art, qu'on aime les belles choses. Donc tout ça, c'est vraiment le besoin psychique qui est d'avoir de la valeur. Donc tout devrait bien aller. On fabrique de la valeur, donc tout le monde a de la valeur et tout va bien. Mais on sait bien que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, par rapport au besoin de fabriquer de la valeur, il existe un mode qui est facile, qui ne fabrique pas de la valeur, mais qui donne l'illusion d'avoir de la valeur. Qui est en fait, ça consiste à dévaloriser. En fait. Et quel est l'intérêt de la dévalorisation? Pourquoi est-ce qu'on humilie? Pourquoi est-ce qu'on méprise? Pourquoi est-ce qu'on insulte? Pourquoi est-ce qu'on critique? Pourquoi est-ce qu'il y a de la médisance? En fait, c'est tout simple. Quand on fait tout ça, ça rabaisse une personne.
Et on n'a pas fabriqué de la valeur pour soi, on a juste rabaissé l'autre. Mais comme on se retrouve supérieur, ça donne l'impression d'avoir plus de valeur que l'autre. Donc par rapport à tout ça, par rapport aux insultes, par rapport à tout ce qui est dévalorisant, la logique c'est à la fin de ne plus avoir de valeur. On devrait se dire, oui, il y a des personnes, toute leur vie, elles ont été maltraitées, il y a des peuples qui ont toujours vécu sous la dictature, et pourtant, dans tout ça, il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui se révolte. Il y a ce qu'on appelle le fond du fond. Et ça, c'est la dignité. C'est-à-dire ce que la violence n'arrive pas à atteindre. Certains appellent ça l'âme. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir une âme, parce que malgré tous les changements, malgré la dévalorisation, malgré les épreuves, il y a quelque chose en nous de constant, d'identique, qui ne change pas malgré les circonstances. Et ça, pour l'être humain, c'est une réalité. C'est quelque chose de vécu, parce que ça correspond à un organe psychique. Par rapport à ce qui rabaisse, par rapport à la violence, personne ne peut échapper à la violence. Parce que si vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous allez y arriver. On voit avec le terrorisme, on peut mettre tous les murs, les gardes ou des policiers partout. Quelqu'un qui décide de détruire y arrivera toujours, parce que c'est facile. Et donc si on ne peut pas échapper à la violence, si elle finit par arriver un jour ou l'autre, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais ça peut arriver, il y a quelque chose en nous que la violence ne peut pas atteindre. Et ça, c'est la dignité. Parce que la dignité est incommensurable. Sa nature, incommensurable, c'est-à-dire qu'elle est sans commune mesure. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être atteinte, parce qu'elle est à part. Et donc le synonyme de la dignité, c'est le fait d'être sacré, à part. D'où l'organe psychique, parce que une manière de fabriquer du sacré, c'est avec de la frontière. Quel est le rapport ? C'est tout simplement que le sacré, si sacré ne peut pas être atteint par la violence, c'est parce qu'il est fait de règles singulières, de règles à part. Il représente un monde différent du monde normal, du monde que l'on connaît. Et ce sont ces règles différentes qui génèrent une frontière. Et c'est parce que le sacré, c'est un monde qui n'a rien à voir avec le monde commun, que la logique ne peut pas l'atteindre. La violence peut épuiser toute logique, toute possibilité. Elle ratera toujours la dignité parce que elle n'est pas du monde commun. La dignité reste inaccessible parce qu'elle est sacrée. Et nous sommes faits de cette dignité. Et c'est pas juste quelque chose d'abstrait, quelque chose qu'on dit comme ça. La dignité a des réalités parce qu'elle se présente sous forme de frontières, sous forme de sanctuaires. Quels sont ces sanctuaires ? On vit dedans, sans s'en rendre compte. Mais c'est par exemple toutes les règles qui régulent la manière de parler, la manière de se dire bonjour, la manière de se comporter, la manière de faire la fête, la manière de manger. Tout ça, ce sont les us et coutumes, ce sont les éléments de la culture qui font que j'ai une identité, qui font que je fais partie d'un peuple. La culture, ce sont les ensembles, ce sont toutes les règles qui fabriquent de la valeur. Et ces règles, elles vont de soi, elles ne s'expliquent pas. Pourquoi est-ce qu'on parle comme ci plutôt que comme ça ? C'est comme ça. Ça va sans dire. Un autre sanctuaire, c'est le chez-soi. Si vous allez chez quelqu'un, ça peut vous étonner, mais il peut vous dire simplement non, tu t'assois pas sur ce fauteuil, il ne veut même pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Donc vous n'allez pas être content, mais il n'y a pas quelque chose de fondamentalement incompréhensible, parce que on est chez quelqu'un. Le chez-soi, c'est le lieu d'identité. C'est comme ça. Et inversement, quand quelqu'un vient chez vous, il met les pieds sur la table, vous n'allez pas commencer à lui expliquer que les germes qu'il y a sur ses chaussures pourraient tomber là où on mange et donc on engage. Non, vous allez dire, non, tu mets pas tes pieds sur ma table parce que tu es chez moi, point. Et que finalement, le chez-soi, il est toujours fait de règles arbitraires qui dépendent de la personne qui habite ce chez-soi. Et le corps, en fait, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'il est fait d'une frontière et de règles singulières, de règles à part. Quelle est cette frontière ? On a tendance à penser que c'est la peau, mais ce n'est pas la peau. Parce qu'une frontière, c'est une signification. Et une frontière, donc, ça se fabrique. Ce qui n'est pas le cas de la peau. Ça se fabrique avec les habits, qui sont les marqueurs d'une appartenance sociale, d'une appartenance culturelle, qui dit si je suis masculin ou féminin, qui détermine aussi un âge. C'est aussi le cas de la coiffure, des bijoux, des tatouages, du maquillage. Et tout ça, ce sont ce qu'on appelle les littératures du corps, qui montrent que le corps n'est pas juste
un amas biologique, mais que c'est un lieu qui possède de la valeur. Un lieu sacré, un sanctuaire. Mais si le corps est un sanctuaire, quelles pourraient être les règles qui régissent le corps? Et bien ces règles, en fait, quand on en parle, on considère qu'elles sont archaïques, qu'elles ont été décidées sans doute par l'Église de manière arbitraire, mais pas du tout. Je parle du pur et de l'impur, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dans le corps doit être propre, doit être pur, et tout ce qui en sort est impur, sale. Le corps, c'est le noyau des règles du pur et de l'impur. Si vous mangez quelque chose que ça tombe par terre, ben, y en a certains qui vont le manger quand même, mais il y en a qui vont trouver ça sale, parce que ça a touché le sol. Et pareil pour les excréments, la plupart des animaux, pour les animaux, les excréments, ce sont des informations, voire de la nourriture, mais pour les humains, ben, c'est sale, c'est caca. Voilà. Et donc, le pur et l'impur, c'est pas quelqu'un qui est descendu du mont Sinaï et qui a dit ça, ce sera sale, et ça, ce sera pas sale, et ça, ce sera impur. Non, ce sont des règles à part qui font que le corps est un sanctuaire. De vivre le corps comme un lieu qui a de la valeur. Donc tout ça pour revenir à la gravité du viol, c'est que le besoin psychique, ce serait d'avoir de la valeur. Et l'organe qui garantit cette valeur, c'est la frontière, qui détermine un lieu sacré, un sanctuaire. Et c'est comme ça qu'on explicite la gravité du viol, parce que le viol, ce ne serait pas simplement une pénétration sexuelle contrainte, mais ce serait l'effraction de la frontière corporelle. Et comme la frontière corporelle, c'est ce qui garantit le fait que j'ai de la valeur, c'est là qu'est la gravité. Mais alors on pourrait dire, bon, bah, ça change quoi? Ok, on a changé de définition. Mais le problème, c'est que actuellement, comme le sexe n'est vu que de manière positive, et même il doit être positif, parce que quand on entend les émissions sur la sexualité, il y a toujours un faut-il, donc une norme. Comme le sexe est positif, la gravité ne peut être que dans la contrainte, ça peut être que le seul problème. Or, les actes qui ne dépendent que de la contrainte n'ont pas de gravité. Exemple, si vous aviez 20 € et que vous ne les avez plus, bah, soit on vous les a pris, soit vous les avez donnés. Et la seule différence entre les deux, c'est la contrainte. Mais aucun des deux, ni le don ni le vol, ne comporte de gravité. Et c'est exactement ce qui se passe dans les procès pour viol. C'est-à-dire que comme la gravité ne dépend que de la contrainte, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des procès? C'est qu'on va mettre le contrainte en discussion, en doute. Et donc comme la gravité ne dépend que de la contrainte, et que la contrainte est mise en doute, et ben la gravité aussi. Voilà. Imaginez que pour un procès pour viol, pour meurtre, la préoccupation ne tourne quasiment exclusivement qu'autour du consentement de la victime. On dit, bah oui, mais il était dépressif, il a fait des tentatives de suicide, et peut-être qu'il voulait qu'on le tue, finalement. Donc peut-être que c'est pas un crime. Mais alors tout le monde dirait, il y aurait un malaise, on dirait, mais non, attendez, c'est un meurtre, ça peut pas dépendre que du consentement. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le viol. Comme pour le viol, la gravité n'est pas explicite, qu'elle n'est que dans la contrainte, la gravité disparaît avec la question de la contrainte. La seule alternative par rapport à ça, c'est d'avoir conscience que le sexe comporte de la gravité. Mais c'est le problème, et c'est pour ça que je fais une vidéo, pour pouvoir terminer mes phrases. Dire que le sexe c'est grave, ce n'est pas possible. Parce que ça modifie tout. Ça modifie ce qu'on fait, ça modifie l'intimité, ça modifie le rapport entre le masculin et le féminin, et donc ça met du chaos. Et c'est ça la définition du tabou, c'est lorsque rien que le fait de dire quelque chose, ça génère du chaos, c'est ça la définition du tabou. Mais alors, si je prétends qu'il y a de la gravité dans le sexe, il faut quand même que, même s'il est consenti, il faut quand même que je dise qu'est-ce qui me fait penser ça. C'est qu'en fait, tout acte grave comporte de la gravité. Tout acte grave est soumis à des conditions. C'est le cas par exemple si vous voulez faire un test clinique, vous dites, vous pouvez pas juste dire, bon bah je veux gagner de l'argent, donc donnez-moi des médicaments, je vais les essayer. Non, vous faites une visite médicale pour savoir si vous êtes en forme, on fait des prises de sang pour savoir si vous avez pris de la drogue ou de l'alcool, et aussi vous devez lire le protocole pour savoir quel risque vous courez, quelles conséquences ça peut avoir sur le corps. Donc c'est pour que votre consentement soit éclairé. Et surtout, il y a la possibilité de se retirer à tout moment, de dire non, de mettre fin à son consentement. Il n'y a même pas de pression d'argent puisque on est payé au prorata.
Eh ben, une condition par rapport au sexe, le cadre, alors celle-là, je ne sais pas si elle est universelle, mais elle est en tout cas très répandue, c'est celle du mode de la sacralisation. C'est-à-dire que si la frontière corporelle est vitale pour le psychisme, que quelqu'un entre dans le corps, ça pose un problème. Sauf si la personne, elle est sacralisée. Si mon corps est sacré, ben, il faut que le partenaire sexuel soit sacré. Et ça, c'est le but du mariage. C'est de sacraliser le partenaire sexuel. Et ce qui relaie cette fonction, ce sont les sentiments amoureux. C'est-à-dire, on tombe amoureux de la personne avec qui on va avoir des relations sexuelles. C'est très lié, les sentiments amoureux, le sexe. Et surtout, par contre, il y a une condition qui, elle, est universelle, c'est le temps. Ça nécessite du temps à 3 niveaux. C'est-à-dire, d'abord, quand on est adulte. Quand vous passez une frontière, vous allez à l'étranger, on vérifie votre pièce d'identité, votre passeport, votre visa, bref, on vérifie votre identité, qui vous êtes. Ben, c'est exactement la même chose quand des personnes vont avoir une relation sexuelle, c'est pour ça qu'ils vont au restaurant, c'est pour ça qu'ils prennent le temps de discuter, c'est pour se connaître, c'est pour faire connaissance. Et d'ailleurs, ce que certains garçons ne comprennent pas quand ils ne comprennent pas pourquoi on parle avant de passer à l'acte. Mais c'est parce que quand on passe une frontière, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Le deuxième niveau du temps, c'est que, ok, quand on est adulte, on s'est fait à l'idée de la pénétration corporelle, on s'est habitué. Mais il faut bien qu'il y ait une première fois. Et donc il faut domestiquer la pénétration corporelle. Et cette période de domestication, quand on choisit le bon lieu, la bonne personne, le bon moment, qu'on choisit les bons scénarios, c'est celui de l'adolescence. Parce que pour la pénétration sexuelle, il faut être prêt. Et le troisième temps, si la pénétration corporelle pose un problème, à la frontière corporelle, il faut bien déjà que la frontière corporelle existe. Et cette frontière corporelle, elle doit se construire. Et ce temps de construction, même ça se construit toute la vie, mais elle commence à se construire pendant l'enfance. À quel moment? Lorsqu'un enfant va dire tout à coup, non, je veux me laver tout seul, ou je veux m'habiller tout seul. Ou alors plus tard, quand il y aura sa chambre, il exigera qu'on toque à la porte. Et toutes ces prises de territoire, ce sont les parents qui vont le valider en respectant ça. Et c'est exactement ce qu'on retrouve quand il y a de l'inceste, c'est que les adultes ne respectent pas ces prises de territoire. Les adultes incestueux, et je ne dis pas parents, puisque la fonction du parent, c'est de construire la frontière corporelle. Un adulte incestueux ne peut pas être un parent, tout au plus un géniteur, parce qu'il empêche l'enfant de construire sa frontière corporelle. Parce qu'à chaque fois qu'il va entrer dans son corps, il lui dit constamment, tu vois, tu n'as pas de frontière corporelle, puisque je peux venir en toi n'importe quand. Et c'est ça la famille. La famille, c'est un lieu qui est asexué, parce que c'est le lieu qui est où il n'y a pas d'intentionnalité sexuelle. Et donc c'est le lieu où on peut construire sa frontière corporelle. Et que finalement, c'est bien l'interdit de l'inceste qui est universel, qui prouve qu'il y a bel et bien de la gravité sexuelle. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut à la fois expliquer pourquoi est-ce que c'est désirable pour les adultes, mais en même temps, c'est insupportable pour les enfants. Et c'est ça qui montre qu'il y a de la gravité sexuelle. Et donc, même quand c'est consenti, et que finalement, la contrainte, ce n'est pas la contrainte qui va faire apparaître, qui va créer la gravité, mais c'est juste qu'elle la dévoile. Jusqu'ici, on a trouvé des moyens de domestiquer cette gravité qui fait qu'elle n'apparaît plus, mais la contrainte ne la fait pas. C'est pas la contrainte qui va créer la gravité, simplement, elle la montre. Voilà. Je sais que c'est assez court. Tout ça, ça a été développé dans mon livre, qui porte le même titre, c'est le manifeste de la gravité du viol. Si vous êtes intéressé, lisez-le. Si vous êtes convaincu, parlez-en. Le but, c'est de mettre fin à la désaggravation, parce que le viol, c'est le seul crime où il appartient aux victimes de prouver que c'est grave. Quand on regarde dans les maisons d'édition, les livres sont toujours des livres de témoignages. C'est un peu comme si à chaque fois qu'on parle du cancer, il faut reprouver que c'est grave, et on planterait là une personne qui va expliquer ce qu'elle a dit, qui va témoigner, qui va dire qu'elle a souffert, pour démontrer que c'est grave. Non, le cancer, il n'y a pas besoin de ça, on sait que c'est un dérèglement de la production cellulaire. Alors que le viol, on n'en est pas encore là. Donc voilà, moi j'ai fait différents exposés à l'université, dans des associations, dans des bibliothèques, dans une église, dans 2 églises même. Mais
voilà, il y a des personnes qui ont été intéressées, il y en a qui étaient énervées, donc intéressées aussi, mais ça n'a jamais atteint l'ampleur que je voulais. Je pensais que ça allait atteindre, parce que je pense que c'est un problème important qui touche tout le monde et qui doit être réglé. Mais bon, je sais plus comment faire, donc il y a un livre, j'ai fait une vidéo, voilà. Merci.